Merci, mesdames, messieurs, d'être avec nous sur Mediasport Info. C'est un nouveau numéro de Femmes et Sport qui démarre. Ce soir, nous allons parler de l'industrie du football. Bien qu'elle soit encore dominée par les hommes, on assiste à une augmentation de la présence féminine dans le rôle d'agent de joueur, avec quelques figures qui redéfinissent les normes et surtout ouvrent la voie à une nouvelle génération de femmes dans cet univers. Avec nous sur ce plateau ce soir, une agente FIFA avec elle nous allons parler tout au long de ce numéro de son rôle, son expérience, son parcours et ses perspectives. Christelle Essokar, bonsoir. Bonsoir Adi. Bienvenue sur le plateau de Femmes et Sport. Merci. Vous êtes agente FIFA, mais d'entrée de jeu, j'aimerais bien que vous nous donniez le distinguo parce que c'est parfois assez confus dans la tête du commun des mortels, intermédiaire, agent FIFA, manager. Vous vous situez à quel niveau? Alors, je me situe au premier niveau, on va dire, celui de l'agent, parce qu'il faut dire que les intermédiaires officiellement n'existent plus. Les managers sont très différents des agents. Moi, je suis agent. À côté, il y a aussi les scouts. Les scouts, c'est tout autre chose. Il faut dire, les scouts, c'est tout autre chose parce que les scouts ont un rôle très différent qu'ils font, que les agents peuvent aussi faire. Mais le scout ne peut pas faire ce que l'agent fait. Alors vous, dans votre rôle d'agente FIFA, on a envie de savoir, ça consiste à faire quoi lorsqu'on dit agente FIFA? C'est quoi le rôle au quotidien? Alors, le rôle d'un agent FIFA, c'est de négocier des contrats pour les footballeurs. Ça, c'est le rôle principal. Après, un agent FIFA peut être manager aussi. Hein. Un agent peut être manager, mais le rôle principal de l'agent, c'est la négociation des contrats. Alors, dans ce rôle, est-ce que vous avez besoin de vous entourer d'autres compartiments de l'industrie du football? Vous parliez tout à l'heure des scouts, peut-être des coachs. Est-ce que vous avez besoin de vous entourer d'une équipe, puisque vous êtes un peu, on peut dire, au sommet du palier, si on met sur l'escalier? Oui, bien sûr. Un bon agent doit s'entourer d'une bonne équipe, notamment des scouts, parce que ce sont les scouts qui font le premier travail, on va dire, donc un travail de détection de joueurs. Vous voyez? Donc, un bon agent doit pouvoir avoir un bon scout aussi qui lui donne le côté technique de la chose, vous voyez, parce que l'agent est plus dans le côté négociation. Vous voyez, donc il faut s'entourer de quelqu'un qui maîtrise la technique pour vous aider dans votre tâche. Alors, lorsque vous parlez de technique, on a la détection du joueur, les négociations, les pourparlers avec peut-être le club. À quel moment vous entrez en jeu? Alors, moi, j'entre en jeu, surtout le processus en fait. Parce que même dans la détection du joueur, j'ai mon mot à dire. J'ai mon mot à dire du fait que, étant donné que c'est moi qui suis en contact avec le club qui a besoin du joueur, donc généralement, j'ai les exigences du club et par rapport à cette exigence, à ces exigences-là, je peux dire à mon scout, voilà ce qu'on recherche en fait. Vous voyez, et lui, il se base de ça pour dire, ok, voilà le meilleur profil par rapport à ce que tu recherches. Donc, ça, c'est le premier palier sur lequel j'interviens. Le second, c'est bien évidemment la négociation. Parce qu'après, quand on a un joueur, il faut bien qu'il joue. Donc, il faut rentrer en négociation, il faut discuter avec le club des termes de son contrat. C'est ça la négociation en fait. Les termes de son contrat, combien il sera payé, comment il sera payé, quels sont les avantages qu'il aura, quels sont ses différents bonus et tout. Donc, tout ça doit être bien encadré. Et après la négociation, il y a une pré-négociation. Il faut s'assurer que le contrat que votre poulain a signé est respecté. Parce que ça, c'est aussi c'est une autre affaire après. Donc, le suivi, une fois le joueur en club. Une fois le joueur en club, il faut faire le suivi. Donc, l'agent vraiment va du début jusqu'à la fin. Alors, vous qui allez du début jusqu'à la fin, c'est quoi le processus normal? Les clubs qui viennent vers vous ou vous allez vers les clubs
proposer des joueurs ou les deux à la fois? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Vous pouvez avoir un profil et qui vous intéresse et vous vous dites, ah, ok, ce club peut être intéressé par ce profil. Donc, vous allez vers le club et vous lui dites, écoutez, voilà, j'ai un joueur qui a tel profil, qui est comme ça, qui est comme ça. En fait, vous devez susciter l'intérêt du club. Vous voyez, vous suscitez l'intérêt du club. Et quand vous suscitez l'intérêt du club, le club vous dit, ah, ok, c'est intéressant. Pourquoi pas? Et les choses commencent. Comme vous pouvez avoir des clubs avec qui vous avez déjà travaillé depuis un certain moment, qui ont des besoins et vous appellent, vous disent, écoutez, nous on a tel besoin, on a besoin de tel joueur, comme ça, et ils vous donnent les critères et vous vous mettez au travail. Donc ça va dans les deux sens. Est-ce qu'il arrive que les scouts avec qui vous travaillez vous proposent des profils? Oui, bien sûr. Il arrive que les scouts proposent des profils. Vous ne venez pas toujours vers le scout avec un profil. Le scout peut avoir un profil qu'il estime être un très bon profil et vous les envoie, vous dit, écoute, regardez un peu ce profil. Vous regardez et des fois, ça arrive que ça matche avec les exigences d'un tel ou d'un tel club. Et vous dites, ah, c'est intéressant. Là, vous contactez le joueur. Vous voyez, là, vous contactez le joueur, vous vous présentez, vous dites, voilà, j'ai vu votre profil, vous êtes très intéressant et je pense que je peux vous aider dans votre carrière, je peux vous aider à progresser dans votre carrière et tout. Vous discutez avec le joueur et si vous trouvez un terrain d'entente, voilà, vous commencez le travail. Alors, est-ce que à cette étape-là, au niveau de cette étape, vous êtes déjà avec le joueur, vous commencez le travail, est-ce qu'il y a un contrat qui est pré-signé entre le joueur et vous, les termes déjà qui sont ficelés, la famille également? Oui, avec la famille, non. Vous ne faites pas de contrat avec la famille parce que ce n'est pas avec la famille en fait, ce n'est pas pour la famille que vous travaillez. Donc, il y a un contrat de représentation qui est fait avant même que l'agent ne commence à faire quoi que ce soit. Il faut déjà qu'il y ait un contrat qui vous lie. Vous voyez? Et dans ce contrat-là, tous les thèmes sont bien établis, tout en respectant le canevas de la FIFA. Donc, c'est bien établi. Et maintenant, quand ce contrat-là est établi, généralement, l'agent conseille aux joueurs de faire relire le contrat par un avocat. Un sport lawyer de préférence. Donc, là, vous pouvez, vraiment, il a l'obligation même de vous conseiller de faire lire votre contrat parce qu'il ne faudrait pas après que vous venez dire, oh, je n'avais pas compris X, je n'avais pas compris Y. Quand c'est signé, c'est autre chose. Donc, quand le contrat est établi, l'agent envoie à son potentiel client qui regarde le contrat, le fait relire par un avocat. Et puis, quand tout le monde est d'accord sur les thèmes, la signature se fait et là, l'agent peut commencer son travail. Dans notre contexte africain, est-ce que votre rôle d'agent de joueur est véritablement pris en considération par les joueurs? Est-ce que le message que vous portez, l'encadrement que vous apportez, est-ce que les joueurs perçoivent la chose telle que vous nous présentez ça? Alors, c'est souvent difficile au premier abord parce que les joueurs généralement ne sont même pas informés. Donc, ce sont des informations qu'il faut prendre le temps de donner à votre joueur, vous voyez, à votre potentiel client, on va dire. Prenez le temps de lui expliquer comment ça se passe, ce que vous pouvez apporter, ce que vous mettez sur la table concernant sa carrière. Parce que généralement, c'est un peu compliqué avec les joueurs qui soit n'ont pas la bonne information, soit n'ont même pas l'information. C'est pour ça que vous voyez des joueurs qui se retrouvent en train de se faire représenter par des gens qui ne sont même pas agents parce qu'ils ne savent même pas comment commencer. Et justement, j'en venais, comment reconnaître un bon agent FIFA? Comment s'assurer qu'on s'entoure vraiment des services d'un agent FIFA, que ce n'est pas quelqu'un qui est juste là pour se faire du beurre sur votre tête? Alors, pour reconnaître un agent, c'est tout simple. Vous lui demandez sa carte d'agent parce que tous les agents FIFA ont une carte d'agent. Donc, vous lui demandez sa carte et sur cette carte-là, il y a un ID number qui est noté sur la carte et ce numéro-là est vérifiable pour savoir si
cet agent est actif ou pas. Donc, vous prenez ce numéro, vous allez sur le site de la FIFA et vous pouvez vérifier si cet agent est actif, reconnu par la FIFA. Parce qu'il y en a qui ont des numéros, mais qui ne sont plus actifs. Donc, vous demandez, n'ayez pas peur, c'est votre droit le plus absolu de demander. Parce que des fois, les joueurs ont peur de demander. Non, n'ayez pas peur de demander. C'est votre droit le plus absolu de demander. C'est la première des choses que vous devez même demander. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes agent certifié FIFA? Ça, c'est la première étape. Avant même de l'écouter, commencez par ça. Alors, sur le plan local, est-ce que vous avez des prouesses, des joueurs que vous avez réussi à positionner dans des clubs? Alors oui, on a des joueurs qu'on a réussi à positionner dans des clubs, des anciens, des nouveaux, il y en a. Donc, je ne vais pas citer les noms, parce qu'il ne faudrait pas qu'on me suive. On peut dire, Alors, dans l'imagerie populaire, quand on voit un agent FIFA, on se dit c'est beaucoup de blé qu'on se fait. Alors, qu'est-ce qui entoure votre travail? C'est quoi le processus pour véritablement, on va dire, entrer dans ces fonctions, on veut? Parce que lorsqu'on dit agent FIFA, c'est confus. On se dit, voilà, quelqu'un qui, après la signature d'un contrat, va se faire énormément d'argent. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit que le côté après la signature d'un contrat. On ne voit pas le côté avant la signature d'un contrat. Qu'est-ce que l'agent doit faire pour arriver à la signature d'un contrat? Des fois, vous allez vous retrouver devant un joueur qui a ce truc-là, vous voyez, mais il n'est pas bien suivi. Vous avez le truc, vous voyez ce petit truc-là que lui ne voit pas. Vous voyez, mais le suivi n'y est pas. Mais parce que vous savez que ce potentiel-là, c'est quelque chose de très recherché, vous vous y mettez en fait. Vous investissez de votre argent. Vous lui achetez des godasses, vous lui prenez un encadreur particulier. Donc, vous mettez vraiment beaucoup d'accent à faire en sorte qu'il rentre dans le cadre qu'il veut. Et ça, c'est de l'argent que vous dépensez. Vous voyez? Et pour dépenser cet argent-là, il faut vraiment que vous sachiez que ce talent, c'est un talent qui va aller loin. Ce joueur, c'est un joueur qui a vraiment la possibilité, ça ne sert à rien de faire des dépenses sur un joueur. Après, vous n'arrivez pas à lui trouver un contrat. Donc, vous voyez que c'est compliqué, vous ne rentrez pas dans vos fonds. Ça, c'est le côté financier. Après, il y a le côté un peu parent, parce qu'il faut dire que l'agent, quand vous avez la grâce de tomber sur un bon agent, parce qu'il y a des agents ponctuels qui sont là, ils négocient votre contrat. Après, quand c'est signé, c'est parti. Ils tournent le dos. Ils tournent le dos, chacun va qu'à ses occupations. Mais quand vous trouvez vraiment un agent qui vous a à cœur, vous voyez, il ne reste pas que votre agent, il devient aussi un peu votre parent. Vous voyez, votre conseil, votre mentor, vous voyez. Donc, c'est tout ça, c'est vraiment un processus, un gros travail. Vous voyez. Il faut en amont un travail d'investissement sur certains profils. Vous investissez de votre argent, vous investissez de vos connaissances, vous investissez de votre présence même, parce que vous allez vous retrouver dans des situations où un joueur a un problème familial, il vous appelle à 2 heures du matin, oh ça ne va pas. Ma mère a fait X et ça me touche. Il faut lui apporter des conseils, il faut essayer de résoudre le problème. Vous voyez, donc c'est tout ça qu'un agent traverse avant même d'arriver à la signature du contrat. Alors permettez-lui de prendre ses 10% à la signature du contrat, vraiment. Hein? Et après signature du contrat, ça peut être très juteux parce que si en même temps vous positionnez plusieurs joueurs dans plusieurs clubs, au finish, vous pouvez positionner plusieurs joueurs dans plusieurs clubs. Vous pouvez avoir un Cristiano que vous positionnez. Donc, ça dépend vraiment du travail que vous décidez de faire. Alors, vous décidez d'investir sur vos potentiels ou vos clients. Vous qui travaillez à la fois avec les joueurs et les clubs, alors quels sont les profils les plus recherchés? Le profil le plus recherché, c'est le numéro 9. Tout ça nous tous on connaît. Tout le monde veut, tous les clubs veulent quelqu'un qui va leur amener des buts. Vous voyez. Donc, c'est généralement les profils les plus recherchés, les attaquants. Après, il y a
les milieux aussi, il y a les wingers. Donc, voilà les profils, mais vraiment le profil le plus recherché, c'est les attaquants. Vous qui suivez un peu le parcours de ces footballeurs, que ce soit sur le plan africain ou de l'autre côté, c'est quoi les difficultés pour ces joueurs de s'intégrer véritablement, c'est-à-dire d'avoir une véritable carrière dans le métier, parce que le football aujourd'hui, c'est un métier, le métier Oui. qu'ils ont choisi. Alors, la plus grande difficulté, c'est le manque d'éducation. Il faut le dire. Le manque d'éducation est un vrai problème pour les joueurs. Parce que quand vous avez quelqu'un qui n'est pas éduqué et qui a un gros compte en banque, attendez-vous à un désastre. Ça va être la catastrophe. Parce qu'il n'a pas cette éducation financière, vous voyez. Il n'a pas la base, en fait. Donc, du coup, il a tendance à vouloir faire n'importe quoi trop vite. Vous voyez. Donc, c'est compliqué, vraiment, l'éducation. Est-ce que vous intervenez à ce niveau-là? Est-ce que ça ne fait pas un peu police derrière le joueur? Est-ce qu'il ne se sent pas scruté, genre deuxième parent qui veut regarder mes faits et gestes? Il faut être, il faut être fine, il faut être tactique avec les enfants. C'est comme élever votre propre enfant. Vous voyez, vous savez quand est-ce qu'il faut lui dire X ou quand est-ce qu'il faut lui dire Y. Vous voyez un peu, vous savez, vous devez savoir comment le convaincre. C'est difficile. C'est pas un travail de tout repos. C'est vraiment difficile, surtout dans notre contexte où le sport est vraiment considéré comme la voie pour arriver à l'aubaine. Vous voyez un peu, donc du coup, quand les joueurs ont des contrats, la première de tout ce qu'ils veulent faire tout de suite, c'est satisfaire les parents, envoyer de l'argent à la Justement, est-ce qu'il n'y a pas une pression familiale aussi? Parce qu'une fois un joueur réussit, par exemple, à signer à l'étranger, les attentes des parents peuvent aller très vite, peuvent parfois même être prématurées. Bien sûr. C'est pour ça qu'on prend le temps de discuter avec les parents, de communiquer avec les parents, parce que en fait, ce sont eux qui doivent être le support system du joueur. Vous voyez un peu. Donc, du coup, si eux, ils commencent à lui mettre la pression, lui, ça va jouer sur son mental. Et quand ça joue sur son mental, ça joue sur ses performances. Et vous voyez, vous allez vous retrouver dans des situations où un joueur se retrouve en train de faire une saison où ses performances sont quasi nulles. Vous voyez, c'est pas parce qu'il n'est pas bon, vous voyez, mais c'est parce que quelque part, des fois, il y a tellement de pression familiale, il porte tellement dans sa tête que son corps n'arrive pas à suivre. Vous voyez, et forcément, ça joue sur sa sur la carrière. performance. Oui, ça joue sur sa carrière, ça joue sur sa performance. Donc, il faudrait vraiment que les parents pipe it down des fois. Il faut tempérer un peu, prendre ça tout doucement. Parce que plus votre enfant est performant, plus il fait rentrer de l'argent et mieux vous vivez. Donc, il faut vraiment l'accompagner plutôt que de lui poser mille milliards de problèmes en même temps. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir des contrats qui sont sur la bonne voie, mais qui ont finalement avorté? Oui. Ah, ça m'intéresse. Ça, c'est le commun, c'est le commun. Vous voyez, c'est quelque chose que vous devez intégrer dans votre quotidien en tant que joueur. Vous pouvez être en train de négocier un contrat avec un joueur et puis le club, il y a des cas où le club même se rend compte que l'argent est trop compliqué, l'argent est trop difficile. Mais du coup, le club passe, vous traverse et va directement négocier avec le joueur. Vous voyez que le joueur, lui, il ne comprend pas ce qu'il c'est. Un joueur qui part, par exemple, je dis n'importe quoi, à Faubourg de Baham, il avait un salaire de 100 000 francs et se retrouve dans un engrenage où le club vient lui proposer, disons, en francs CFA, 1 million de francs CFA le mois. Vous voyez qu'il parle de 100 000 à 1 million de francs. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que sa valeur est plus qu'1 million. Pendant que ton agent est en train de négocier pour qu'on te donne 3 millions, le club va venir te proposer 1 million. Toi, ne sachant pas exactement c'est quoi ta valeur, tu viens accepter le 1 million. Et quand tu acceptes, l'agent ne peut rien dire. L'agent peut te conseiller, mais il ne peut pas t'empêcher de signer ce contrat-là. Vous voyez? Donc, vous vous retrouvez en train de
signer un contrat qui ne reflète pas votre valeur. Vous voyez, ça, ce sont des cas Dans ce genre de cas, dans ce genre de tableau, est-ce que vous, en tant qu'agent de joueur, vous pouvez vous rétracter? C'est-à-dire, vous n'êtes pas d'accord avec le montant à la signature, Oui. mais est-ce que vous pouvez vous rétracter? Est-ce qu'il arrive? Est-ce que c'est souvent arrivé? Oui, vous pouvez vous rétracter si le joueur, Si vous- le joueur s'entête à signer. Vous ne pouvez pas le forcer à ne pas signer. Vous pouvez être son conseil, vous lui apportez des conseils, vous lui dites ce que vous pensez. Mais après, s'il décide de signer, OK. Et si vous À avez la fin de la investi journée. sur le joueur, comme on l'a dit en amont, Si vous avez investi sur le joueur, c'est un risque que vous devez prendre en fait. Investir sur un joueur, c'est un risque parce que tout peut arriver. Hein. Tout peut arriver. Donc, c'est vraiment un risque qu'il faut bien calculer de toutes les façons. avec votre permission, Christelle et Souka, on va permettre aux téléspectateurs de vivre un peu vos journées quand vous êtes ici au Cameroun, parce qu'il faut Ok. dire que vous voyagez beaucoup. On a eu l'occasion de faire une petite immersion dans votre quotidien. On a partagé avec vous une journée que nous permettons aux téléspectateurs de regarder. Nous sommes à Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala 5e, où Christelle Essoka, agente FIFA, nous ouvre les portes de son quotidien. Ici, la journée commence très tôt. Elle doit assister son fils quand il se prépare pour l'école. Généralement, le matin, le réveil, c'est 5h30 parce qu'il faut que je réveille mon fils, il faut que je l'aide à se préparer pour aller à l'école et prendre son petit déjeuner et tout ça. Et après qu'ils soient partis, je rentre au lit encore. Une fois partie, la maman peut s'accorder encore quelques heures de répit. Je rentre au lit pour 2-3 heures de temps parce que je travaille très tard, donc je dors très tard, dans les 3-4 heures du matin. Donc du coup, j'allonge un peu mon sommeil pour que ça fasse 8 heures. Pour être au taquet pour la journée, Christelle Essoka a sa routine matinale. D'abord, une bonne tasse de thé au curcuma. J'ai une très simple routine. Quand je me réveille, je fais un petit thé. J'aime bien boire du thé au curcuma. Ça m'aide à me réveiller complètement. Donc, je fais mon thé, je regarde mon téléphone si j'ai des messages non lus. La journée peut ainsi commencer avec tous les indicateurs au vert. Dans sa planification, l'agente FIFA réserve une place de choix au projet de sa fondation. Alors oui, actuellement j'ai un dossier très brûlant sur lequel je travaille, celui de ma fondation. Parce qu'il faut dire que j'ai fondé la Elite Sports Scholar Foundation. C'est une fondation qui consiste à aider les jeunes sportifs et qui sont aussi élèves à concilier le côté éducation et le côté sportif. L'initiative trouve écho favorable auprès des parents. L'adhésion des parents, je dois dire que les parents comprennent de plus en plus aujourd'hui que c'est important que les sportifs continuent avec l'éducation parce que ça leur permet non seulement d'avoir de bonnes bases et aussi ça leur ouvre des portes, ça leur donne beaucoup d'opportunités. Que les parents comprennent. C'est vrai que c'est difficile parce que le contexte économique de la plupart des sportifs brillants, leur contexte économique ne fait pas en sorte que les deux puissent être conciliés. Et même quand ils arrivent à concilier les deux, le suivi est souvent un petit peu difficile. Les journées professionnelles bien ficelées, Estelle Essoka s'adonne aussi à l'organisation de sa maison. Chaque chose doit être à sa place. Consciente qu'un intérieur bien rangé est agréable à vivre, mais contribue aussi à une meilleure qualité de vie.
cuisine quand c'est propre. Je déteste avoir une pot de fleurs déplacée ou un verre qui n'est pas, ou un verre qui n'est pas à sa place. Donc je suis toujours en train de nettoyer, ranger. Les trucs, vous savez, avec les garçons, c'est pas facile. Si la dame est aussi à l'aise dans le ménage et le rangement de la maison, côté cuisine, c'est pas véritablement le grand amour. Il m'arrive de faire la cuisine, mais c'est vraiment special occasion. C'est vraiment pas dans l'occasion spéciale. C'est pas que je ne sais pas cuisiner, mais c'est juste que ça a des exercices que j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup, donc oui, pour que je peux faire vouloir faire plaisir à mon fils, je lui fais un petit truc à manger. Il adore quand je cuisine pour lui. Dans cet univers culinaire, elle a un penchant particulier pour les plats africains. J'ai une particularité. Ma particularité, c'est que je suis très bonne dans mes traditionnels. Donc, le domba, le ndolé, le cookie, ce genre de trucs, je les prépare très bien. Mais je suis le pire chef quand il s'agit de spaghettis sautés ou de riz sauté. Là, c'est la catastrophe. J'arrive jamais, je ne sais pas pourquoi. Donc, à chaque fois que je veux rentrer à la cuisine, soit je fais du couscous de maïs ou quelque chose de vraiment africain. Oui, là, ça me réussit bien. Déjà mère avant d'embrasser cette profession qui rime avec voyage à travers le monde, l'agente FIFA a su s'entourer de personnes efficaces. À ce moment-là, il y avait son père qui m'était d'une très grande aide. Il y avait ma mère aussi qui m'était d'une très grande aide. Il y avait aussi maman Agnès, qui est notre mère de la maison ici, qui m'était aussi d'une très grande aide. Mais il faut dire que j'étais très bien entourée. Donc, chaque fois que je devais partir, c'est vrai que j'avais le pincement de maman au cœur, mais je savais que tout irait bien. Je savais qu'il est entre de bonnes mains et tout. Et puis je faisais l'effort de ne pas être partie très longtemps. Aujourd'hui, elle a décidé de lever le pied sur la pédale pour se consacrer pleinement à sa famille. Mais j'ai freiné un petit peu avec ma carrière parce que je voyageais beaucoup, je voyageais énormément. J'étais toujours partie, j'étais toujours en train de faire X ou Y choses, mais là, j'ai vraiment slow down pour prendre soin de lui, pour m'occuper de lui, le suivre un peu, voir comment il progresse et tout avec ses études, avec la vie, parce qu'il commence à connaître les filles et tout. Il faut bien qu'on soit là pour faire en sorte que tout reste bien cadré. La mère a surtout tissé un lien privilégié avec son fils en pleine adolescence, grâce à des moments de partage, de complicité et d'amour inconditionnel qui forgent une connexion unique. Bien plus que de simples gestes, c'est une communication émotionnelle qui s'effectue à travers des câlins, mots doux et des attentions particulières. Tes camarades, même les pros disent que c'est ta photocopie. C'est la mention garçon. Cet après-midi, Christelle Essoka doit assister à une séance d'entraînement. Son ami Francis Fanchot la retrouve à la maison, accueil chaleureux, échange autour d'un verre, puis place au déjeuner. Christelle Essoka prend le soin de faire la table. Elle est assistée par maman Agnès. Après le déjeuner, elle prend quelques minutes pour répondre à des messages et puis direction Stade Marion. Sur place, l'agente FIFA observe attentivement les joueurs qui s'entraînent.
Ici, 2 profils ont déjà attiré son attention. Alors, je recherche le progrès en fait, parce que cette équipe, il faut dire que je la suis depuis un certain moment. Et c'est l'équipe qui m'a donné ma première fille, on va dire, c'est Ivana qui est authentique. Elle s'entraînait ici, c'est ici que je l'ai vue pour la première fois. Et c'est une académie que je porte beaucoup à cœur parce que la façon dont ils m'ont accueilli d'une très belle façon, comme l'enfant de la maison en fait. C'est aussi le moment de discuter avec les entraîneurs sur la performance et l'évolution de l'équipe. Estelle Essoka sait exactement ce que recherchent les recruteurs. Tout le monde sait que les wingers sont des profils les recherchés. Il y a les wingers, il y a les forwards qui sont très demandés. Les neufs, on va dire, c'est comme ça. Oui, qui sont très demandés aussi. Tout le monde aimerait avoir. Pour le coach, la présence de l'agente FIFA est une grosse motivation pour ces jeunes footballeurs qui nourrissent secrètement un rêve. C'est motivant. Les joueurs voient le manager FIFA qui est là. Et c'est motivant et puis ça fait en sorte que vous avez vu la science, vous avez vu l'intensité de la science. Je crois qu'ils étaient surpris de voir qu'elle est là et c'est bien. Francis Fancho, qui suit de près le parcours de Christelle Essoka, salue la femme forte, courageuse, qui a su imprimer sa marque dans cet univers encore dominé par les hommes. Christelle likes to help people, to create a lot of opportunities, a lot of chances for people to work around her. Because her pride is always to see people happy around her, to create jobs for people, and that's exactly what she's trying to do. Because as we can see, as of now, she's asked about 5 staffs, which she's trying to empower them. She created a foundation with about 6 staffs there. So that is actually her passion. So she's very, very powerful. She's a powerful lady. La séance d'entraînement se termine. Estelle Essoka, satisfait de leurs prestations, profite pour féliciter les jeunes et surtout leur réitérer qu'il faut rester concentré jusqu'au bout. On disait tout à l'heure, il faut continuer à bosser. Il est plus avec vous que moi. Donc, je pense que ce qu'il vous dit, c'est vraiment à prendre en considération, c'est important. C'est ce qu'il vous dit. Le travail individuel, c'est très important. Beaucoup plus que le travail en groupe, c'est vraiment pour la cohésion. Mais le travail individuel, c'est très important aussi. Il faut travailler. Il ne faut pas que quand on m'appelle, on me dit tel profil, que je dise que je n'ai rien sous la main. Comment? Alors que vous êtes là. Est-ce qu'on fait ça? Ça ne marche pas comme ça. Il faut que quand on m'appelle, que je dise « Ah, il y a tel, il y a... » 2 ans déjà que ça dure, Christelle Essoka a su se frayer un chemin dans ce métier exigeant, mais qui offre des opportunités uniques pour ceux qui sont passionnés par le football et la gestion de carrière. C'était là le quotidien de Christelle Essoka entre gestion de carrière, son quotidien et son fils. Elle trouve le juste milieu. Alors Christelle, qu'est-ce que ça fait de se voir ainsi dans son rôle de tous les jours? Je dois dire que c'est différent. C'est différent de ce qu'on s'imagine faire au quotidien parce qu'on ne se voit pas. Donc, du coup, on a fait vite fait de faire X ou Y choses et de passer à autre chose. Mais c'est assez intéressant de se voir, en fait. Bon, on a vu cette grosse fusion avec votre fils. Oui, mon fils, c'est mon petit mari, c'est mon patron, vous voyez. Donc, et puis c'est mon seul enfant. Donc, pour le moment,
Donc, je mets un point d'honneur vraiment à son éducation, à son bien-être, parce que c'est très important pour moi d'élever un bon Camerounais. En plus, un sportif, il fait du basket, donc je suis un peu maman, manager, basketteur aussi, en même temps. Alors, et vous l'avez dit dans le reportage, entre deux avions, votre carrière, elle est suffisamment exigeante, votre profession. Vous êtes tout le temps parti, mais vous avez décidé de mettre un peu, de lever le pied un peu sur l'accélérateur. Oui, j'ai décidé de lever le pied sur l'accélérateur parce que pour moi, il passe avant tout. C'est vrai que je suis carriériste, mais je tiens encore vraiment à le suivre au moins pour les 2 ans à venir, parce qu'après 2 ans, il sera à l'université. Je serai toujours présente, mais vous voyez, ce sera un peu différent, parce que là, il va grandir, il va avoir ses amis, il va être occupé à vivre sa vie, quoi. Donc, moi aussi, j'essaye de profiter des moments que je peux passer avec lui, parce que après ça va me manquer. Donc, il ne faudrait pas que quand il soit à l'université en train de s'amuser avec des amis, que je commence à appeler à gauche et à droite, que je sois maman envahissante, parce que je n'ai pas pu profiter. Je n'ai pas pu profiter du temps qu'il était à la maison, donc du coup j'en profite. J'en profite et j'en profite aussi pour travailler sur ma fondation. Ouais, donc, Oui, effectivement, en ce moment, vous travaillez sur votre fondation. En quelques mots, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est quoi l'objectif de cette fondation? Pourquoi même l'idée de cette fondation? Alors, comme on a dit précédemment, le problème des Africains, des sportifs africains, c'était l'éducation. Vous voyez, donc, du coup, étant donné que ce problème, c'est un réel problème, un challenge que j'ai eu à rencontrer dans ma vie, je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose qui va accompagner ces sportifs-là dans leur éducation, tout en conciliant le côté éducation et le côté sportif. Donc, c'est là où m'est venue l'idée de créer une fondation qui est vraiment centrée sur l'éducation des athlètes. En fait. Donc, une fondation pour concilier sport et études. Exactement, pour concilier sport et études, parce que ça concerne beaucoup plus les sportifs qui soit trouvent difficile de concilier les deux, qui soit arrivent à concilier les deux, mais il n'y a pas de suivi. Donc, pour moi, c'est très important de leur donner cette fondation-là, parce que c'est ça, c'est la base de leur réussite demain, en fait, l'éducation. Parce qu'après, quand le sport est parti, il faut bien qu'il reste avec quelque chose. Et ce quelque chose-là doit être l'éducation. Est-ce que vous trouvez l'adhésion des sportifs, des parents? Comment est-ce que ce projet, comment est-ce que c'est accueilli dans l'univers sportif dans lequel vous évoluez? Est-ce que c'est un projet pour les footballeurs? Est-ce que c'est tous les athlètes? Alors, il faut dire que c'est un projet qui a été très bien accueilli jusqu'ici. Les parents se montrent très compréhensifs. Déjà que c'est quelque part aussi avantageux pour eux parce que ils sont financièrement allégés. Parce qu'il faut dire que la fondation participe aussi à l'éducation de ces enfants-là financièrement, pas seulement émotionnellement, pas seulement côté technique, mais côté financier aussi, on essaye de faire ce qu'on peut. Donc, c'est un projet qui est très bien accueilli par les parents. Et il faut dire que ça ne s'arrête pas seulement au football, parce que le problème, il se trouve au niveau du sport, il ne se trouve pas qu'au niveau du football. Donc, du coup, la fondation, c'est vraiment pour les sportifs, les basketteurs, les footballeurs, les handballeurs, le tennis, vraiment le sport dans sa globalité. Alors, vous êtes femme, vous avez réussi, on l'a dit, à vous frayer un chemin dans cet univers parce que vous êtes pratiquement du côté de l'industrie du football, l'autre face qu'on ne montre pas toujours. Dites-nous comment est née cette passion, comment vous êtes arrivée là? Alors, ça, c'est une très belle histoire. J'aime beaucoup raconter cette histoire parce que c'est une histoire assez atypique. À la base, je ne suis pas très fan de sport, comme toutes les femmes d'ailleurs. Enfin, comme la majorité des femmes, on ne va pas dire toutes, il y a quand même des exceptions, comme vous a dit. Effectivement. Donc, à la base, je ne suis pas très fan de sport.
Et je ne regardais les matchs que pendant les compétitions de la CAN, parce qu'après, il faut supporter l'équipe nationale. Mais je n'avais pas l'idée que c'était une aussi grande industrie, qu'il y avait tellement de travail, tellement d'opportunités. Donc, à la base, je suis comptable. J'ai fait des études de comptabilité. J'ai eu mon master en comptabilité et finance, ainsi qu'un deuxième en audit. Et puis, je me suis retrouvée dans le secteur de l'aviation. Il faut dire, j'ai travaillé pour une compagnie dont je vais taire le nom, parce que je ne suis pas payée pour la publicité. Donc j'ai travaillé, agente FIFA. J'ai travaillé dans le secteur de l'aviation. Et puis, c'est là où j'ai rencontré celui qui est devenu aujourd'hui mon mentor, vraiment mon pilier dans l'industrie du sport. Et il m'a proposé de travailler avec lui. Je me suis dit, ah, ok, pourquoi pas. En ce moment-là, c'est vrai que j'avais en idée de changer de métier parce que ça me prenait énormément de temps. J'avais pas beaucoup de temps à passer avec mon fils. C'était c'était prenant. Donc, du coup, quand il me propose ça, c'était un peu comme la manne tombée du ciel. Sauf que j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, en fait. C'était l'inconnu. C'était vraiment l'inconnu. Donc, du coup, je me suis dit, ah, ok, pour moi, c'est l'inconnu. Et j'aime bien ce que je ne connais pas. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'industrie du sport. Et de fil en aiguille, me voilà à 10 ans. Alors, vous arrivez dans l'industrie du sport, vous commencez par quoi lorsque vous rejoignez votre agence avec votre mentor? Alors, quand je rejoins Rainbow, parce qu'il faut dire que c'est cette entreprise-là qui m'a donné ma chance dans cette industrie-là. Quand je rejoins Rainbow Sport, je commence en tant qu'accountant, assistant accountant, un administrative accountant. C'est comme ça que je commence. Et de fil en aiguille, mon patron, qui est mon mentor aujourd'hui, se rend compte que j'ai cette facilité-là avec les gens. C'est-à-dire que les joueurs de notre entreprise trouvaient plus facile d'avoir le contact avec moi qu'avec d'autres personnes. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'en avaient pas, mais c'était vraiment plus facile avec moi. Ils préféraient vraiment interagir avec moi. Un bon sens du relationnel? Quoi. Oui, en bon sens du relationnel. C'est quelque chose que j'ai acquis pendant que je travaillais dans l'aviation. Donc, du coup, il a remarqué ça. Donc, très vite, il m'a sorti de la comptabilité pour me mettre au niveau du Player Relation Manager. C'est un peu comme chargé clientèle côté football, vous voyez. Donc, à force d'interagir avec les joueurs, de vivre leur quotidien, c'est là où j'ai commencé à développer une certaine passion pour l'industrie, une certaine passion pour la représentation et bien sûr l'idée de la fondation pour essayer de résoudre les problèmes au moins à mon niveau. À quel moment vous décidez véritablement de vous lancer et de passer vos examens, vos évaluations pour être agent FIFA? Parce qu'il faut certainement des examens. Oui, il faut dire que pour être agent FIFA, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut passer des examens au niveau de la FIFA pour avoir cette certification-là. Donc, je décide de le faire parce que j'avais besoin de cette légalité-là. Il faut dire que être manager, parce que je peux dire être manager de joueurs m'a permis de découvrir un certain nombre de choses, mais j'avais des limitations. J'avais des limitations du fait de ne pas être agent certifié et je ne voulais pas rentrer dans l'illégalité des gens qui vont faire qui vont exercer comme agent sans vraiment être dans la légalité. Donc, c'est là où je décide de passer l'examen avec la bénédiction de mon mentor. Je décide de passer l'examen que j'échoue pour la première tentative ratée. Pour la première tentative. Donc, faudrait pas. Je ne croyais pas que c'est facile. Ma vie n'a pas toujours été un terrain plat. Je rate la première session et mon mentor me dit, écoute, c'est pas grave, ça te permet d'apprendre et puis tu reprends la prochaine session. Ok, c'est comme ça que je m'y mets encore.
Et la deuxième session, c'était la bonne. Donc voilà un peu comment je me retrouve à être agent sans vraiment avoir été dans le monde du football, sans vraiment avoir été dans le monde du football. De l'autre côté, quand je dis de l'autre côté, c'est joueur parce que généralement on voit des agents qui étaient des anciens footballeurs ou qui ont toujours baigné dans le football. Qui ont toujours baigné dans le football d'une certaine façon, vous voyez. Donc. Alors en tant que femme, est-ce qu'il est aisé d'évoluer dans cet univers qui est encore suffisamment restreint? C'est l'autre visage, la face cachée du football, cette industrie qui est derrière, qu'on ne dévoile pas toujours ou qui n'est pas assez vulgarisée. Est-ce que c'est aisé pour une femme d'évoluer? Alors, ce n'est pas aisé pour une femme. Pour être dans cette industrie, il faut vraiment avoir beaucoup de caractère. Parce que vous allez vous retrouver dans des situations où quand vous parlez, on n'écoute pas ce que vous dites, on regarde votre corps. On regarde votre côté féminin. Vous voyez un peu, vous allez vous retrouver dans des situations où quand vous parlez, on va ouvertement vous dire que votre place ce n'est pas sur cette table-là, c'est à la cuisine. Oui, j'ai eu ça dans ma carrière. J'ai rencontré ça. Mais je suis suffisamment forte de caractère pour rétorquer que ce n'est pas ça, c'est ma place. Je suis assise à l'endroit exact où je dois être. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours facile au quotidien, comme dans presque toutes les carrières qui sont dominées majoritairement par les hommes. Donc, il faut travailler 3 fois plus que les hommes pour arriver pour mériter sa place, pour convaincre et puis s'imposer. Il faut être une reine. Alors, Christelle Esoka, on va prendre une autre rubrique de cette émission. On va revisiter quelques images fortes de votre parcours. C'est un peu votre album photo. À chaque photo, vous allez certainement coller 2 ou 3 mots. On le fait juste derrière ceci. Christelle Esoka, on va aborder une autre rubrique de cette émission, c'est votre album photo. On va, avec le concours de notre réalisatrice Géraldine, on va visiter en image votre parcours. Ah, ça. La première photo. Alors, la première photo. Cette photo me parle beaucoup parce que là, j'étais étudiante. J'étais en première année université. Là, je crois que c'était 2 mois après la naissance de mon fils. Donc, je pense que c'est la seule photo que j'ai de ma vie d'étudiante, en fait. Là, c'était à Tchang. Vous chérissez cette photo? Je chéris beaucoup cette photo. Je chéris beaucoup cette photo parce que ça me rappelle mes années d'université, en fait. Que vous avez fait du chemin? J'ai fait du chemin. Quand je la vois, je me dis, ah, ok. Je ressemblais à ça. La prochaine photo. Alors, ça, c'est, je pense que c'est la seule photo que j'ai de mes années de l'aéroport. Là, je venais d'arriver, ça c'est peut-être 3 mois que je travaillais dans l'aviation. Et ça, c'est mon petit frère, il faut dire, le 3e, le 2e après moi. Donc, il était venu me rendre visite et puis Vous avez éternisé le moment? Oui, on a éternisé le moment. C'est une très belle photo, c'est un très beau souvenir. Le début des choses. Alors là, c'était mes années de maternelle, oui. La petite enfance. Ça, c'est la petite enfance, la toute petite enfance. Quand on n'a pas de problème, on n'a pas de soucis, on a juste envie de s'amuser. Donc, ça, c'est moi dans toute mon inconscience. Alors, cette photo, ça, c'est moi en Espagne, comme vous pouvez voir derrière le club Leganés. Et les 3 jeunes hommes qui m'entourent, ce sont des enfants à qui j'étais allée rendre visite parce qu'ils avaient signé à Leganés. Et c'est quelque chose que je fais très, très, très souvent.
Vous suivez vos joueurs une Oui. fois en club, les joueurs Oui. que vous placez en club, il y a toujours un suivi. Exactement, il y a toujours un suivi. Donc, chaque fois, je vais leur rendre visite pour savoir comment ils vont. Et puis, ça leur fait plaisir aussi de me voir. Là, on a un Malien, un Ougandais et... non, 2 Ougandais et un Malien. Donc, alors là, comme vous pouvez bien le voir, c'est au stade René en France. J'aime bien visiter les stades. Je trouve qu'ils ont les stades ont une énergie que j'arrive pas à expliquer, mais j'adore ça. J'aime bien. Parce que c'est sur, c'est sur ces pelouses justement que les génies se dévoilent. Exactement. Donc il y a une certaine énergie dans les stades que j'arrive pas à expliquer. Donc chaque fois que je suis dans un pays, j'essaye de visiter le stade, voir un peu à quoi ça ressemble de l'autre côté. Est-ce qu'on a une autre photo? Ah, ça c'était au Cameroun, ici. Non, la précédente. Alors là, c'était au Cameroun. C'est 3 Ougandais avec lesquels j'ai travaillé. Là, ils étaient venus pour un match amical au Cameroun. Donc là, ce sont des joueurs de l'équipe nationale de l'Ouganda. Christiane, on a le sentiment que vous avez travaillé avec beaucoup de joueurs dans les pays africains. Oui, j'ai travaillé avec beaucoup de joueurs dans les pays africains. La majorité des gens avec qui j'ai travaillé, ce sont des joueurs des pays africains. Et dans ces pays, c'est quoi? J'ai envie de dire, est-ce que c'est le même cliché qu'on a ici, la situation des joueurs? On a les mêmes problèmes. Dans toute l'Afrique, les joueurs ont le même problème. Sauf que il y en a qui sont un peu mieux structurés que nous, mais vraiment à la base, c'est vraiment les mêmes guerres, vous voyez. Donc, On a vu sur une photo, vous avez parlé de suivi des joueurs dans les clubs. oui. Est-ce qu'il arrive que vous arriviez dans des clubs? Qu'est-ce qui se passe lorsque votre joueur n'est pas, par exemple, payé dans un club? Alors, lorsque le joueur n'est pas payé, on s'assoit, on discute. Expliquez-moi comment ça se fait, comment ça se passe. Et puis, on trouve un terrain d'entente, en fait. C'est ça. Donc, généralement, les clubs n'aiment pas trop me voir parce que moi, je suis une dame de fait, une petite Margaret Thatcher. Donc, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Hein. On s'assoit, on discute. Hein. Il n'y a pas de femmes et d'hommes là. C'est représentant. Donc, c'est représentante. Expliquez-moi comment ça se passe. Est-ce qu'on a une autre photo, Géraldine? Et là, ça demande d'avoir du tact, d'avoir Ah oui, ça demande d'avoir de la juste. présence, ça demande d'avoir du caractère, parce qu'ils vont toujours essayer de vous influencer. Hein. Des fois, on dit, ah, la femme là, non, ça ne marche pas comme ça. Alors là, c'était pendant les 10 sacs. Ça, c'est une équipe de basket. Je t'ai appelé à remettre leur prix dans le cadre de la fondation. Donc, oui. Alors, ça, c'est moi et mon amoureux. Le patron de la maison. Le patron, le gouverneur, vraiment. Alors, ça, c'est un joueur kenyan et sa mère. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la représentation, ça ne s'arrête pas qu'aux joueurs, ça commence aussi avec la famille. Donc, à chaque fois qu'il y a un joueur, je prends toujours la peine d'aller visiter sa famille parce que je veux comprendre un peu son background. Je veux voir d'où il sort, je veux comprendre comment il a grandi. Donc, je vais toujours rendre visite à la famille. On s'assoit, on discute un peu du joueur. Et puis, moi aussi, ça me permet de leur expliquer ma vision, ce que j'ai dans mes plans pour lui. Mes plans pour lui, quoi. Ça Avec les parents, est-ce que ça passe toujours? Oui, avec les parents, généralement, ça se passe très bien. Généralement, ça se passe très, très, très bien. Oui. Est-ce qu'on a une autre photo, la dernière, Géraldine? Je crois que c'est tout. Ah oui, ça, c'est encore des... Ça, ces joueurs-ci, par contre, ils étaient à l'école aux États-Unis, comme je vous ai dit, le programme issu de la fondation études et sports. Oui. Donc, ils étaient à l'école et je suis allée leur rendre visite à l'école pour savoir si tout va bien. Tout se passe bien. Tout se passe Et bien. dans les écoles, vous êtes bien accueillis? Très bien. Généralement, je suis très, très bien accueillie.
Alors, Christelle et Soka, généralement, après cette rubrique, on est presque arrivé au terme de l'émission. Vous avez parlé de votre parcours en tant que femme, vous avez votre fils. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, par exemple, au mariage, à une autre maternité? Vous savez, c'est difficile de penser aux choses sur lesquelles vous n'avez pas vraiment d'emprise. Donc, vous n'avez pas de décision. Le mariage, c'est bien, mais après, ce n'est pas la femme qui épouse, c'est l'homme qui épouse. Donc, vous êtes un cœur à prendre? Non, du tout. je ne suis pas encore à cette étape-là, mais je ne suis pas non plus un cœur à prendre. Désolée, les gars. Alors, Christelle, pour les femmes qui nous regardent, vous nous avez dit au Cameroun, elles ne sont pas très nombreuses en tant qu'agentes FIFA. Ça demande encore beaucoup de travail pour voir les femmes se lancer dans cet univers. Pourquoi les femmes ne s'intéressent pas à la chose? Au métier d'agente FIFA, c'est beaucoup plus les hommes qui... Moins de femmes. Alors, pour s'intéresser au métier d'agent FIFA, il faut déjà que vous soyez passionné de sport en général, vous voyez. Il faut déjà que vous soyez quelqu'un de passionné. Donc, je pense que les femmes devraient se passionner de sport et être curieuses, en fait. Vous savez, c'est aussi un peu un moyen de séduire votre homme, hein, de regarder les matchs de Liverpool ou bien de Manchester ou une canne avec lui et de pouvoir avoir des sujets de discussion. C'est quelque chose qui rapproche aussi les filles, les femmes, je vous donne un secret. Hein. Faites ça, vous me direz. Donc, c'est quelque chose qui rapproche. Donc, il faut déjà être passionné. Il faut être patiente. Si vous êtes impatiente, pardon, ne venez pas. Parce que ça, là, ça peut vous donner l'AVC. Donc, il faut être patiente. Il faut avoir beaucoup de patience pour être agent. Il faut être téméraire. Parce que des fois, vous allez toquer, on ne va pas vous entendre. Il faudra casser des portes. Donc, il faut être téméraire. Il faut avoir beaucoup de caractère. Parce que vous allez toujours avoir des situations où on va mettre votre féminité en avant plus que votre capacité. Vos compétences. Vos compétences. Donc, il faut être très forte, il faut être forte de caractère. Christelle, au bout du tunnel, l'agent FIFA, ça nourrit bien son nom. Au bout du tunnel, l'agent FIFA, ça nourrit bien son nom. Donc, je vous attends. Rejoignez-nous, Merci. On va faire de belles choses. Merci Christelle et Soka d'être passés sur notre plateau. Ça nous a fait plaisir d'échanger avec vous sur votre rôle, sur vos objectifs, votre carrière en tant que femme. Merci. Merci Adi, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet qui n'est pas souvent très abordé. Et j'espère que ma présence dans cette industrie va inspirer beaucoup de femmes. Et pourquoi pas d'autres hommes qui peuvent être intéressés par le fait de devenir agent. À vous à la maison, merci de nous avoir suivis. Ne décrochez pas, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.